À Davos, les élites politiques et économiques se rassemblent alors que l'Europe est confrontée au plus grand défi de son histoire dans ses relations avec Washington. Le président bulgare Rumen Radev a annoncé sa démission, signalant ainsi son intention de briguer le poste de Premier ministre avant les élections législatives anticipées. Le Forum économique mondial de Davos pourrait être cette année sans précédent. Ce rassemblement annuel des élites politiques et économiques intervient alors que l'Europe est confrontée à la plus grande épreuve de son histoire en ce qui concerne ses relations avec Washington, son modèle économique et l'organisation de sa sécurité. Au milieu de la semaine, le président américain Donald Trump devrait faire sa première apparition au sommet depuis 6 ans dans un contexte tendu en raison de ses tentatives d'acquisition du Groenland, de ses menaces tarifaires contre les alliés européens et de son intervention militaire au Venezuela. Cette série de mesures a suscité un profond malaise parmi les dirigeants européens qui considèrent que la volonté de prendre le contrôle de l'île Arctique sape les fondements de l'OTAN. Dimanche, le Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède ont publié une déclaration commune affirmant que les actions de Trump concernant le Groenland risquaient d'entraîner une spirale vers le bas dangereuse et de nuire aux relations transatlantiques. Le forum de Davos de cette année intervient alors que l'Europe est confrontée à une croissance économique anémique, à une Russie toujours prête à appuyer sur la gâchette à sa frontière orientale et à des questions sur la capacité du continent à se défendre sans les garanties de sécurité totale des États-Unis. L'option diplomatique doit être utilisée pour éviter une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, mais des limites doivent également être fixées. C'est le message lancé par l'eurodéputé Brando Benifei dans une interview à Europe Today. Samedi, le président américain Donald Trump a menacé d'imposer de nouveaux droits de douane à 8 pays européens, dont la France, qui s'opposent à ces menaces d'annexion du Groenland. Après une réunion d'urgence des ambassadeurs à Bruxelles dimanche, la priorité reste au dialogue avec Washington, selon des sources consultées par Euronews. Brando Benifei insiste, lui, sur la nécessité de fixer une limite claire à ces échanges. Well, I think that any tentative to still have a diplomatic solution must be used until the very end. But there must be an end. The problem of Europe is that this end of the tentative to find a diplomatic solution sometimes seems to never end. And this is profited by, in this case, the US, who think we are not credible. We are not serious about the possible consequences. So I think we need to be clear that there would be very bad consequences for the US economy if Trump administration goes in that direction. Restrictions d'entrée sur le marché des capitaux, droits de douane, fermeture de marché aux entreprises américaines, l'instrument anti-coercition offre un large arsenal de mesures à Bruxelles. Brando Benifei dit espérer que cette menace encouragera le Congrès américain à pousser la Maison-Blanche à la table des discussions avec les Européens. Après le Groenland, Donald Trump s'en prend désormais à la Norvège. Dans une lettre adressée à son Premier ministre Jonas Gahr Støre, le président américain a reproché au pays de ne pas lui avoir décerné le prix Nobel de la paix. Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix pour avoir mis fin à 8 guerres et plus encore, je ne me sens plus obligé de ne penser qu'à la paix, a déclaré Trump dans sa lettre. L'authenticité du message a été confirmée lundi par un diplomate anonyme dans plusieurs médias. Le président américain convoite depuis longtemps le précieux prix décerné par le comité Nobel norvégien et non par le gouvernement. La semaine dernière, la leader de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, lui a offert sa médaille du prix Nobel de la paix à la Maison-Blanche. Avant la visite de Machado à Washington, l'Institut Nobel norvégien, organisateur du prix Nobel, a déclaré dans un communiqué qu'un prix Nobel de la paix ne pouvait être retiré, transféré ou partagé une fois qu'il avait été annoncé. Trump s'est souvent vanté d'avoir mis fin à 8 guerres, se présentant comme le président de la paix et méritant donc le prix Nobel, mais ces affirmations sont pour beaucoup exagérées. Dans les rues de Paris, ils étaient des milliers de personnes rassemblées ce week-end pour exprimer leur soutien aux manifestants iraniens qui réclament la chute de la République islamique. Le mouvement de contestation, qui a débuté le 28 décembre dernier, est très sévèrement réprimé par les autorités.
Le 7 janvier, le pays a été plongé dans un blackout total. Toutes les lignes téléphoniques ainsi qu'Internet ont été bloquées. Cet Irano-américain, qui a pu entrer en contact avec ses proches restés en Iran, raconte le calvaire que vit la population. در مغازه رو که داشته می‌بسته توی مغازه بوده با پسرش مثل همیشه و گاز اشک‌آور میزنن ولی مثل اینکه این گاز اشک‌آور گاز مخصوص دیگه‌ای توش بوده بچه‌ش حالش خیلی بد میشه مغازه رو میبنده که بره میزننش زمین و تیری توی پیشونیش میزنن که بکشنش ولی پیشونیش شکافته میشه یه جورایی زنده میمونه و تیر دوم به قفسه سینه‌اش زدن به جناقش خورده و اومده بالا فکش رو خورد کرده این دوست خودم هم توی حفظ نارمک شنیدم زخمی شده و یه جایی حمله شده دوباره به تظاهر کننده و وقتی بر رفتن عقب نشینی کردن مردم و دوباره برگشتن که جسد یا بدن زخمی رو بردارن بدن زخمی ها نبودن فقط جسد ها بودن این میشه که من شنیدم و متاسفانه از دوستم هیچ خبری نداریم و مفقوده و امیدوارم حالش خوب باشه چیزی که از ایران شنیدم توی بیمارستان جلوی بچه‌ها رو میگیرن و ظاهرا تیر خلاص زدن به 3 نفر چیزی که به من گفتن فامیلا با چشم خودشون دیدن جلوی بیمارستان از داخل بیمارستان 2 نفر رو تیر خلاص زدن من حرف میزنم برای اینکه مصرف دوز بالای آرامبخش مصرف کردم و گریه‌هامو کردم الان Des propos confirmés par sa sœur qui vit en Iran. Après plusieurs jours, le contact a pu être partiellement rétabli. Depuis, les images partagées témoignent de la violence de la répression. Selon plusieurs sources, plus de 12 000 personnes auraient été tuées. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a décrété ce lundi 3 jours de deuil national et promis une transparence absolue sur les causes de l'accident ferroviaire survenu dimanche soir dans le sud de l'Espagne. Des minutes de silence ont également été respectées dans le pays. Sur place, sauveteurs et enquêteurs continuent leurs recherches, mais rencontrent de nombreuses difficultés. La dificultad está en que la maquinaria pesada que estábamos esperando tiene difícil encaje para poder trabajar y poder elevar esos vagones para que puedan trabajar los bomberos y por tanto entrar también los médicos forenses, la Guardia Civil y certificar e identificar esas personas fallecidas. Otra opción que podría ser la de ir partiendo, por así decir, los vagones hasta identificar esas personas no fallecidas. Lo que sí parece, y ojalá no fuese así, pero lo que sí parece es que puedan haber personas fallecidas. Les causes de cette catastrophe ne sont pas encore connues. Le ministre des Transports a évoqué un accident extrêmement étrange car la collision est survenue en ligne droite sur une portion de voie rénovée. Le président de la compagnie ferroviaire Renfe assure lui que l'erreur humaine est pratiquement écartée. Le bilan humain fait état d'au moins 40 morts et plus de 120 blessés, dont 9 dans un état grave, mais celui-ci pourrait encore s'alourdir. En juillet 2013, l'Espagne avait déjà été meurtrie par un déraillement de train peu avant son arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, tuant 80 personnes. Le président bulgare Rumen Radev a annoncé lundi qu'il démissionnait de son poste, une décision qui lui laisse la porte ouverte au lancement de sa candidature au poste de Premier ministre avant les élections législatives anticipées. Conformément à la Constitution, sa vice-présidente Iliana Iotova occupera le poste jusqu'à la fin du mandat présidentiel. C'est la première fois qu'un chef d'État démissionne dans l'histoire post-communiste de la Bulgarie. Radev quitte son poste alors que le pays lutte pour surmonter une crise politique prolongée. Отговорът е в порочният управленски модел. Той има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията. Българската политика се случва извън институциите. Кукловодите не се свенят пред камерите да спускат директиви на Народното събрание.
Roumen Radev a indiqué qu'il pourrait se présenter aux prochaines élections législatives. Les grandes manifestations anticorruption du mois dernier ont contraint la coalition de centre-droit au pouvoir à démissionner. Résultat, des élections anticipées auront lieu au printemps. Bien que le président sortant de gauche n'ait pas encore fait de déclaration à ce sujet, beaucoup s'attendent à ce qu'il forme un nouveau parti politique. Un dictateur. Voilà comment le représentant de la communauté kurde d'Allemagne, Ali Ertan Toprak, qualifie Ahmed al-Shara, le nouvel homme fort de Syrie, qui doit se rendre en Allemagne dans les prochains jours. Innerhalb von Syrien sind jetzt wieder 150.000 kurdische Zivilisten auf der Flucht. An unterschiedlichen Minderheitsgruppen gab es seit der Machtübernahme Massaker. Die sind alle dokumentiert von unterschiedlichen Menschenrechtsvereinen und Gruppen. Al-Shara möchte dort eine sunnitisch-islamistische Herrschaft errichten. Ancien rebelle djihadiste, Ahmed al-Shara a pris le contrôle de la Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024. Mais depuis, les 2,5 millions de Kurdes du pays font face à des tensions et des attaques croissantes. D'autres minorités telles que les Alaouites, les chrétiens et les Yézidis font également état de violence. Überall sind dschihadistische Gruppen unterwegs, die diese Menschen abschlachten, umbringen und das auch noch offen zelebrieren, das offen feiern. Also sie machen das ja nicht mal versteckt, aber der Westen macht wieder einmal den Fehler, dass sie sich auf einen Islamisten einlässt. Pour faire entendre leur voix, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la porte de Brandebourg à Berlin pour protester contre cette visite. La réunion avec le chancelier allemand prévue lundi a été reportée jusqu'à nouvel ordre par Damas, mais cela ne satisfait pas les manifestants. Die Demonstranten fordern, dass Merz das Treffen komplett absagt. Doch dass das passiert, ist unwahrscheinlich. Denn inhaltlich soll es um die Rückführung syrischer Flüchtlinge gehen. Und für Merz war die Migration ein zentrales Wahlkampfthema. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews.